Bonjour à tous. Avant qu'on parle du Dynamite de cette semaine sur Warner TV Next, j'aimerais juste vous dire que je vais bientôt sortir un jeu de rôle. Ce sera d'abord sur itch.io, c'est un jeu de rôle PDF de Noël qui va sortir normalement la semaine prochaine. Là, je suis en train d'avancer, j'ai fini l'écriture, je suis en train de potasser un peu les détails. Mais en tout cas, si jamais vous pouvez me suivre sur Itch, de toute façon, je vous préviendrai bien sûr sur cette chaîne et sur mon TikTok, mais en tout cas, mon jeu de rôle de Noël va bientôt sortir. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Dynamite? Alors, c'est Tony Schiavone qui nous ouvre le show pour nous accueillir MVP et le Hurt Business, qui est désormais devenu le Hurt Syndicate, parce qu'ils ont changé de nom. Faut quand même le dire, on le savait déjà à l'époque, mais là, c'est clair, ils ont toujours autant la classe. L'équipe, on sait qu'elle marche bien, on sait qu'elle a été sous-exploitée. En plus, ils arrivent, ils insultent direct Tony Schiavone, donc en plus, ils sont plutôt bien intégrés à EW. On nous fait une introduction en bonne et due forme de Bobby Lashley, qui la dernière fois est juste arrivé, n'a rien dit, il est arrivé, ils ont attaqué Swerve et c'était la fin du show. C'est surtout MVP qui parle. D'ailleurs, il fait un truc, il sort les petites cartes qu'il a distribuées tout au long des précédents shows et depuis qu'il est arrivé, et il dit, si vous avez eu ces cartes, c'est que vous nous intéressez. Soit vous êtes des ennemis parce que vous refusez, soit vous acceptez et votre vie va changer. Enfin, il a dit ça à l'inverse. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on est tous en train de se rappeler qui a reçu une carte de MVP, et du coup, on a limite en fait tout ce qui va se passer, qui va être potentiel allié, potentiel ennemi, on sait pas encore qui va turn, qui va les rejoindre ou quoi, mais on sait à qui est-ce qu'il a donné une carte à chaque fois. Du coup, il y a plein de noms qui viennent dans nos têtes à ce moment-là. C'est déjà en fait très bien construit en fait, déjà à la base. Il y a la notion de business, de syndicat, et du coup, il parle d'une des personnes qui a refusé leur invitation, Swerve, qui s'est fait attaquer au Dynamite dernier. Et Swerve, il est pas content, il se ramène, il est vénère, il est pas en train de rire, il est pas en train de faire de man game, là, il est vénère. Il vient, il a une chaîne dans la main, il est prêt à se battre. Bon, il y a la sécurité qui l'arrête, mais il est prêt à se battre. D'ailleurs, il dit presque rien, il prend un micro, donc on se dit il va faire du Swerve. Non, il dit Bobby Lashley, full gear, et il se casse. Ce sera officialisé plus tard, en tout cas, Swerve, il est pas content. Ensuite, on a le BCC, qui sont en fait les Death Drivers, voilà, parce qu'ils ont changé de nom. Ça adore changer de nom. Donc c'est toujours les championnats trio, donc Claudio Castiglioni, Pac et Wheeler Yuta. Wheeler Yuta qui ne vient pas se battre ici parce que c'est un 2 contre 2. Leur adversaire arrive, enfin pour l'instant Orange Cassidy arrive tout seul. Il enlève son t-shirt, il est sur la rampe et il leur dit venez. Du coup les deux ils arrivent et d'un coup, de nulle part, Darby Allin qui... je sais pas, il est tombé du plafond. Il était sur le tunnel. Bref, de nulle part, Darby Allin leur saute dessus et c'est le début du combat. Du coup, il y a un petit affrontement avant que la cloche sonne et vous allez voir que ça arrive souvent ce soir. Ça se bastonne pas mal avant le début du gong. Un début de combat avec une grosse opposition entre Cassidy et Pac. Je trouve que l'alchimie est pas folle. Je trouve que Pac va un peu plus lentement que d'habitude. Alors, c'est sûr que c'est plus adapté au style de son personnage de maintenant et ils vont être lents des fois de manière logique durant le match, mais là, je sais pas, c'est peut-être l'alchimie avec Cassidy qui marche pas très bien, mais ensuite, il y a le tag avec Claudio, vous savez à quel point j'adore Claudio, mais là, quand il arrive et qu'il joue avec Orange Cassidy comme si c'était un vieux Lego technique, c'est incroyable, il le prend, il le jette, il le rattrape, il le reprend, il le jette, c'est super. En plus, sur Warner TV Next, t'as la coupure pub pile à ce moment-là, et quand ça revient, c'est toujours la même chose, donc t'as l'impression qu'il a passé toute la pub à juste maltraiter Cassidy. Dans les faits, il me semble que c'est ce qui s'est passé. Et quand il a réussi à faire le tag, on a un face-à-face entre Darby et Claudio, et là, par contre, je trouve que l'alchimie fonctionne très bien. Ça, c'est un match où j'aurais envie d'en voir plus. Alors pas qu'il a quand même ses lettres de noblesse, il nous claque d'ailleurs une suplex vraiment magnifique, vraiment avec le tombé derrière et tout, qui fonctionne très très bien. Et c'est là du coup je parlais du catch plus lent parce qu'ils ont une grosse phase de domination de heal où ils font des grosses techniques, ils prennent un peu leur temps, tout ça. Sauf que là cette fois-ci ça fonctionne parce que c'est pas dans un face à face, on est dans une phase de domination. En plus la phase de domination est sur Darby, on sait à quel point Darby sait vendre et il est très très fort pour ça, donc ce serait bête de pas en profiter. Hot tag pour Cassidy qui fait son truc là où il écrase la tête dans un coin, il l'emmène jusqu'à l'autre coin, il lui écrase la tête avant de commencer à faire des techniques tag avec Darby. Il faut savoir que les deux ont eu pas mal d'affrontements, il y a un petit moment, mais ils ont eu plusieurs affrontements en tant qu'équipe. Ils ont d'ailleurs souvent gagné, j'ai pas souvenir d'un match qu'ils aient perdu. C'est sûrement arrivé parce que c'est pas non plus Darby Sting, tu vois, mais il me semble que Darby Orange c'est un truc qui gagne beaucoup en tout cas. Les faces dominent, Orange tente de faire le tomber sur Pac, sauf que Yuta intervient, Orange le patate, sauf que Claudio intervient, Orange le patate, et là il y a Marina Shafir qui arrive et qui attaque l'arbitre. Bon du coup c'est vite le bordel, il y a tout le monde qui commence à se battre, je sais pas qui a gagné, il me semble que logiquement c'est Orange et Darby parce que les autres ont été disqualifiés, il me semble. Ça commence à se battre et d'ailleurs Darby a des bonnes lettres de noblesse en prenant son skate et en arrivant à dominer quasiment tout les Death Driver. Bon ça dure pas longtemps, il y a Moxley qui arrive pour se battre contre Cassidy, le pauvre Darby il mange un poteau, mais en tout cas ils ont tenu un petit moment. Mais il y a le reste de la conglomération qui arrive pour faire le save et du coup ça nous fait un face à face
pas long parce que du coup ils s'en vont, mais un combat entre deux factions qui pourrait être très intéressant. Franchement, personnellement, Conglomération, Death Driver, quand tu regardes toutes les personnes qu'il y a dans chaque équipe, il peut y avoir que des bons matchs. Et en plus, ça pourrait nous repromettre un nouveau Ishii Claudio qui était incroyable. Je sais que je l'ai déjà dit, je le sais très bien, mais ce serait trop bien. Ricochet vient nous parler du main event parce qu'il est dans le main event dans un match tag avec un partenaire mystère. Et il vient juste nous dire qu'il nous dira pas qui c'est. Sauf que là, le Hurt Syndicate arrive. Il l'entoure, il y a un petit moment où, parce que Ricochet il est un peu petit, il est un peu fin quoi. Donc quand les trois arrivent et l'entourent, il y a un petit coup de pression. Et là, on se souvient que effectivement Ricochet fait partie de ces gens qui ont reçu une carte. En gros, MVP lui souhaite bonne chance pour son match comme une sorte de vieux mafieux sicilien. Oh non, je peux pas faire ça. La conglomération qu'on a vu juste avant, donc le trio Tomohiro Ishii, Mark Briscoe et Kyle O'Reilly, qui affrontent le Learning Tree de Jericho. Sauf que moi j'aime bien les deux suivants du Learning Tree. Je trouve que malgré tout, la dynamique d'équipe fonctionne. C'est vrai que tout le truc avec Hook, personnellement, je suis pas fan, mais l'équipe fonctionne en fait. Bon, Jericho il est toujours aussi bon au micro, et le grand un peu bête qui est toujours content et qui est en plus ultra over, et le petit teigneux qui est en plus très bon dans le ring, non, ça fonctionne. Enfin, franchement, faut le dire. Ils réussissent quand même assez souvent à être hilarants, et rien que pour ces deux-là, le Learning Tree m'intéresse au moins un peu. C'est donc pour un 3v3 sans règles. Du coup, évidemment, le début est directement un peu violent, même si ce ne sera pas sanglant comme match. Ça s'amuse direct à passer Jericho à travers une table, Brian Keys va passer à travers une table, enfin, ça va directement passer à travers des tables. Il y a Mark Briscoe qui va évidemment toujours nous régaler, déjà parce que c'est son type de match, on en parlera juste un peu après, et aussi parce que le charisme du gars, il est porté par le public. Non, futur champion, moi je vous le dis, futur champion. Peut-être même le prochain champion EW, on s'entend évidemment qu'il est déjà champion, enfin qu'il a déjà été. Bon, il va quand même se faire un peu calmer en passant à travers une échelle, avec un chokeslam de Big Bill qui était franchement très beau. Je sais pas ce qui lui arrive, j'ai l'impression qu'il est vraiment de plus en plus fort, parce que là le chokeslam, il l'a pris, il l'a monté, il l'a gardé un peu en l'air, il a pris le temps de baisser un peu et ensuite il l'a jeté. Enfin, réellement, c'est un chokeslam, on est d'accord, mais il est très bien exécuté et il a pris un peu son temps pour le faire, et je trouve que ça c'est des moves de big men intelligents et qui sont importants à faire pour continuer à construire le gars, parce que pour l'instant le gars est construit de fou, à chaque fois que Jericho gagne, c'est grâce à lui, c'est le danger de l'équipe. Ça sort des objets, en plus c'est un peu violent, enfin, c'est du 3 contre 3 sans tag, donc c'est un peu brouillon mais c'est toujours sympa. Il y en a qui vont aller se battre un peu à l'extérieur, il y en a qui vont rester sur le ring, ça va utiliser des chaises, enfin ça va s'amuser un peu. Après c'est un match hardcore, donc on sent bien que Briscoe et Jericho qui sont plus habitués à ce genre de stipulation, et surtout Briscoe qui est un expert de ce genre de match, bon, ils sont plus à l'aise donc ils font plus de choses. Mais étant donné que c'est les deux chefs d'équipe, ça reste logique en fait. Ça reste logique, et dans leur personnage, c'est les chefs d'équipe, ils sont plus à l'aise et plus experts. Ça ne dérange pas dans la construction des deux équipes. Je suis très content de revoir Ishii, mais je crois que ça aussi, je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, c'est Ishii qui va faire le pin sur Jericho. Donc est-ce que Tomohiro Ishii il revient pour être construit, pour qu'on arrête de l'utiliser en disant regardez, c'est Tomohiro Ishii. Bon, on va rien lui donner, mais il est bon, il est trop fort. Ensuite, on a les Death Driver qui sont... Rider ou Driver? Attends, parce que je dis Driver depuis le début, mais c'est Rider. Je vais dire Rider à partir de maintenant, je sais pas pourquoi. Bon, les Death Riders, ils sont toujours pas contents contre Orange. Ils l'aiment pas tout ça. Et il y a encore un petit focus sur Utah, parce que Wheeler Utah, ils ont un gros passé avec Orange, les deux sont entraînés ensemble, ils viennent du même coin en fait, ils ont commencé le catch plus ou moins dans les mêmes endroits. Donc, il est un point central de cette histoire aussi. Ça c'est toujours intéressant et j'aime bien, parce que Utah il est très bon pour les expressions faciales, il le fait très bien, je trouve que c'est un truc qui marche bien. En plus, depuis son petit personnage en errance entre les deux leaders et tout ça, il a pris une plus grosse importance, il a un personnage qui est très bien construit. C'est pas tout ça, mais on a aussi des matchs avec Adam Cole Baby qui est face, attention, il est face. J'imagine. En tout cas, il a une meilleure shape et il vient affronter Malakai Black. J'adore Malakai Black. Je l'ai sûrement déjà dit aussi d'ailleurs. J'aime beaucoup cette mini storyline d'attente, mais c'est genre vendu comme ça. Adam Cole doit faire 3 matchs d'affilée pour affronter MJF, et du coup, il y a la Maison Noire qui s'est mise sur son chemin, mais ils sont moins mis sur son chemin parce qu'ils sont genre des potes d'MJF. Plutôt, ils étaient en mode il faut qu'on remodèle le Adam Cole, faut qu'il revienne à son best. Ils sont venus pour le rouler dans la terre, tu vois, ils sont venus pour le casser contre des cailloux, mais en vérité, c'est pour l'aiguiser. Ça a beaucoup avec la Maison Noire. Ça commence très bien, du chain wrestling, des petites prises, ça s'enchaîne bien. En fait, les deux catcheurs se connaissent, ils sont déjà affrontés plusieurs fois. Ils étaient ensemble à NXT, il me semble, si j'ai pas trop suivi NXT. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois, et du coup, ça fonctionne extrêmement bien, ça tourne et tout, le public. En plus, à la fin du premier gros échange, il y a un serrage de main, c'est fair play, c'est du beau jeu, et c'est ça toute l'histoire de la feud. Bien d'avoir des méchants un peu combatifs. Attends, ils sont heal, la Maison Noire?
Ils sont heal. Ils sont cool. Cole en plus dès le début il rejoue sur la cheville, c'est pas un truc qui va se dégrader au fur et à mesure du combat, c'est dès le début il a un petit déséquilibre d'un côté. Dès les premiers échanges, il y a des moments où il s'appuie trop sur une jambe et il y pense, il le joue. Et ça c'est intéressant. Ensuite on a un moment assez intéressant où Malakai sort des gros coups, il fait assez mal, mais Adam Cole a toujours une prise un peu sec, quelque chose d'un peu violent à lui répondre. Alors franchement ce match, allez le voir, il se regarde comme du miel. Pas sûr que ça a fonctionné comme expression ça. D'ailleurs, Cole se dégage de The End. C'est le finisher de Malakai, c'est un coup de pied retourné en gros, qui est vraiment trop stylé et qui est plutôt bien protégé. Enfin, il me semble pas avoir vu beaucoup de gens qui s'en sont relevés. Ça fonctionne avec la construction du match, mais c'est dommage pour Malakai. En tout cas, c'est Cole qui a le dessus, qui enchaîne les Panama Sunrise, qui commence à mettre des super kicks, qui est en forme. T'as un petit moment de flottement où Malakai est un peu en train de se relever, Cole est devant lui, debout, il sait pas trop quoi faire, les deux se regardent en face. Malakai se met en tailleur, ce qu'il a l'habitude de faire plusieurs fois pendant les matchs, et lui dit genre vas-y, donne-moi le coup final, comme il y a eu beaucoup dans les premiers matchs d'Ospreay. Et Adam Cole, il le fait, il place son boom et le couvre, 1, 2, 3, victoire Adam Cole. À la fin du match, les deux s'échangent quelques mots, Adam Cole propose une poignée de main, en rappel au début du combat, Malakai pousse la main et ils se font une étreinte, ils se font un câlin. C'est vraiment beau le catch comme ça, vraiment magnifique, c'est super. Storyline c'est fini exactement comme il fallait, réellement c'est en 2 matchs, une toute petite histoire, une nouvelle de catch, une nouvelle. Le mec est fou. Adam Cole prend le micro pour nous parler, mais d'abord il dit au public un petit cours pour Malakai, quoi, un petit tour pour Malakai, encouragez-le. Le public, ils mettent pas longtemps à commencer à chanter son nom, hein. Ils adorent Malakai. Hein. Hâte de les revoir dans la course des titres trio, ça marche toujours super bien. Adam Cole, évidemment, il est là pour parler de MJF, parce qu'il est obsédé à l'idée de le battre et à l'idée de se battre contre lui. C'est un peu un move de heel, ça. En gros, lui est à 2 victoires sur 3, et de l'autre côté, Roderick Strong, qui est la deuxième personne qui a ce défi-là, est à 1 victoire sur 3. Il vient nous expliquer, parce que les gens apparemment n'avaient pas compris, que si les deux réussissent leurs 3 matchs d'affilée, c'est un triple threat. Tout le monde s'y attend, c'est en gros ce à quoi MJF, toujours dans son manoir, répond par une petite vignette où il est très en colère, et du coup il prend son téléphone, il appelle peut-être Bobby Lashley, il prend son téléphone, et il appelle quelqu'un. Mais on sait pas qui c'est, mais en tout cas il appelle quelqu'un pour faire du business. Non, c'est pas Bobby Lashley. Ensuite, Jay White vient entretenir sa feud avec Adam Page en disant oui, tu m'as attaqué, il se fait sauter dessus par Adam Page. Il lui saute dessus tel le fou furieux qu'il est, ça commence à se battre, ça se ramène au niveau de la rampe d'entrée, ça commence à se battre devant le public, ça se lance dans les barricades, il y a Page qui prend une chaise et qui se prépare à mettre un grand coup dans Jay White et qui est arrêté évidemment par Juice Robinson, membre du Bang Bang Gang, qui avant était le Bullet Club Gold. Donc eux aussi techniquement ont changé de nom. À 2 contre 1, le cowboy s'enfuit, Jay White répond par prendre un micro, il fait quelques insultes et il lui promet qu'il va le faire abandonner. C'est un tout petit truc au micro, mais il nous montre qu'il est toujours aussi bon à ça. Enfin, je trouve, pour une vignette aussi petite, il a réussi à faire réagir le public sur chacune de ses offenses, à nous installer une idée en plus pour la storyline du match qui va nous intéresser un peu. À chaque fois qu'il va commencer à poser des prises de soumission, on va se demander si ça va être là ou pas. Donc non, franchement, en très rapide et en quelques mots au micro, il a réussi à poser tout ce qu'il devait poser. Jay White, maestria de construction. Ensuite, on a Kris Statlander qui vient nous parler parce qu'elle va affronter Mercedes Moné à Full Gear, maintenant qu'elle a battu la maison de briques. La maison de briques qui manque de l'écraser. Au moment où elle s'en va, on entend on se retourne, il y a une voiture devant, il y a Kris qui est sur le côté, qui semble avoir mal à la jambe, et t'as la caméra qui va vers dans la voiture, et c'est Mercedes Moné et sa goule qui sont là. Moné lui dit mais tu es bête, t'es stupide, tu sais rien faire, et on sait pas si c'est parce qu'elle a failli renverser quelqu'un ou parce qu'elle a raté à renverser Statlander. C'est sûrement qu'elle a raté à la renverser, mais c'est quand même marrant. Mais vu qu'elle est bien, elle les attaque et c'est elle qui a le dessus sur les deux. Ils ont réussi à la reconstruire avec son départ avec Stokely. C'était un peu bizarre qu'elle parte comme cela avec Stokely et qu'il devienne directement face. Ensuite, on a eu l'explication de genre, elle était heal à cause de Stokely. À la fin de cette storyline était bizarre, mais le début de celle-ci est pas mal. Ensuite, il arrive la personne dont je suis sûr qu'il sera le prochain champion, je vous le dis, vous l'aurez entendu ici en premier, Christian Cage, le patriarche qui vient avec son patriarcat. J'adore Christian Cage parce que c'est le méchant tellement méchant qu'il a un col roulé même quand il catch, tellement il est méchant. Il n'y a pas qu'il switch, anciennement Luchasaurus, parce qu'il a changé de nom, putain je l'ai marre de ce running gag. Il est blessé il me semble. Il me semble qu'il est blessé. On voit qu'il a mis en place une petite sécurité, il y a 2-3 personnes qui sont autour du ring, parce qu'il est venu pour nous parler de Hook. Parce qu'on se rappelle que Christian Cage a attaqué son père à Hook. Maintenant il attaque les pères, mais physiquement cette fois-ci. Mais avant ça,
il vient accueillir Kip Sabian dans le patriarcat. En gros, comme l'un de ses enfants, parce que c'est ça toute l'histoire du patriarcat. Et du coup, il y a des explications un peu foireuses de pourquoi est-ce qu'il l'a empêché d'utiliser son contrat à plusieurs moments, parce qu'il y avait des catcheurs backstage. Enfin, vraiment, c'est des explications débiles. Et Cage est toujours très fort pour ça. C'est à la fois hilarant, à la fois il dit des trucs super méchants en mode t'as fait plus que tous mes enfants, et juste derrière t'as Nick Wayne qui le regarde super méchant. Enfin, réellement, c'est toujours super salé, super. Il y a une ambiance qu'il arrive à t'instaurer. Il est toujours très très fort dans ce personnage. Le patriarcat, t'as encore envie d'en voir. Bon, le sketch s'arrête quand Hook arrive. Et du coup, Christian, pourquoi est-ce qu'il a attaqué le père de Hook? Et bah, c'est parce qu'il veut Hook dans son clan. Il le veut en tant qu'enfant. Voilà, en gros, c'est pour ça qu'il a attaqué Taz. Parce qu'il trouve que ce serait bien qu'il soit géré. Et pour être géré, il faudrait qu'il soit dans le patriarcat. Mais pour être dans le patriarcat, faudrait qu'il soit occupé de Taz, enfin, en tout cas qu'il rejette Taz, et du coup c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Non, réellement, le mec est complètement fou en fait. On est en train de se rendre compte que donc ça insulte les pères morts, ça attaque les pères vivants, et il en vient même à souhaiter la mort de Taz. Donc là, ça va encore plus loin. Et je sais pas comment il fait pour réussir à rendre ça pas gênant ou trop bizarre. Bon, ou qu'il est énervé, du coup il arrive, et il y a la sécurité qui arrive, parce que je lui ai dit qu'il y avait une sécurité. La sécurité, elle fait pas 30 secondes. Hein. Il pousse la sécurité, il y a plus de sécurité. J'ai dit 1000 fois sécurité, mais parce qu'ils sont nuls. Du coup, le patriarcat s'enfuit, et quand Hook arrive sur le ring, il y aura pas de physicalité entre les deux. Je trouve ça très bien d'avoir mis Hook contre Cage. C'est peut-être ce qui manquait au personnage, quelque chose, une construction un peu plus intéressante, parce que pour l'instant, il faisait pas grand chose en dehors des rings, à part quand il était dans des clans. Là, maintenant, je trouve que c'est une bonne idée ce qui arrive. Selon moi, ce sera très bon pour Hook. Ensuite, Don Callis reçoit une petite enveloppe avec des billets dedans, et elle reçoit une petite boîte avec un truc dedans. Il semble être un peu content, bah après il voit des billets, il est content, hein, c'est Don Callis. Et on a un grand mec baraque qui vient avec un petit téléphone qui dit j'ai un message pour toi, et il appuie et on entend que c'est MJF qui lui dit t'as intérêt à bien utiliser ton contrat, et si tu y arrives il y aura peut-être d'autres enveloppes pour toi. Et du coup Don Callis s'en va en faisant son rire de méchant. J'aime beaucoup que les heels ont un peu des connexions entre eux, parlent souvent, il y a toujours des petits trucs entre les heels, comme si tous les heels et tous les faces ils passaient leurs après-midi ensemble quoi. Ensuite nous avons un combat féminin entre Penelope Ford, que je ne connais pas, manque de culture de ma part, hein, désolé les Ford Zouz, rien à voir avec la voiture, qui vient affronter Jimmy Hayter, toujours avec son super manteau, sa musique d'entrée et tout, son entrée est toujours très très bien, le public adore toujours Jimmy Hayter et ça tombe bien, elle est toujours aussi fort. Penelope tente de prendre le dessus en attaquant par derrière avant la cloche, mais elle n'a pas de grosse phase de domination parce que Hayter est toujours vendu sur sa force qui est assez impressionnante. Les Penelope Zouz, je suis désolé, en vrai elle est vraiment très forte et le combat est vraiment très cool. Ça s'enchaîne bien, il me semble que les deux sont déjà affrontés. Elle fait des très belles choses, le double saut de main pour finir sur Jimmy Hayter, l'étranglement dans les cordes, tout ça est très bien exécuté. Elle a aussi de jolis dropkicks, je trouve. Évidemment Hayter elle a beaucoup de répondants et du coup c'est construit en vérité assez égalisé. Et puis d'un coup, Hayter sort son Hayter 8, 1, 2, 3, c'est la fin du combat. Alors oui, ça a l'air violent, j'ai pas l'impression d'avoir décrit grand chose, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait. J'ai eu l'impression de faire genre ah putain, le début du combat est équilibré, c'est sympa, ah j'aime bien, ah putain c'est cool, elle fait ça, c'est bien, c'est fini. C'est quand même dommage. Parce que là vraiment je veux en voir plus. Ils leur ont pas du tout laissé assez de temps. Il y a un clip sur Okada pour nous rappeler qu'il est là. Puisqu'il a quand même coûté vachement cher. Bon, oui, c'est par rapport à un record de tournoi, je sais. Et pour finir, le main event, avec Kyle Fletcher de la Don Callis Family et Konosuke Takeshita de la Don Callis Family. Ça aussi, je l'avais déjà dit. Et face à eux, on a Ricochet et son partenaire Mystère. Moi, je vais être honnête, hein, personnellement, à ce moment-là, pour moi, c'était soit Will Ospreay qui faisait son retour, soit Mark. Non, pas Briscoe, l'autre, Mark Davis. Putain, lui aussi devrait changer de nom en fait. Donc l'entrée de la Don Callis Family se fait, Ricochet arrive avec un micro en disant que c'était une très mauvaise idée de lui dire de choisir qui il veut, parce qu'il connaît quelqu'un qui en veut beaucoup à la Don Callis Family parce que c'est un oublié, quelqu'un qui a quitté. À ce moment-là, tout le monde pense à Will Ospreay. Et là, il y a le Powerhouse. Je me suis promis que j'allais pas le faire. Hein. J'ai écrit ne pas le faire. Je l'ai fait. Will Ospreay revient. Je suis surpris, du coup. C'est bien, c'est cool, je suis content, parce que je suis surpris. Puis je suis surpris d'être content, et je suis content d'être surpris. Il y en a un qui est pas bon. Will Ospreay, il me semble pas avoir vu beaucoup de matchs de lui. Il a eu un petit règne de champion TNT qui était sympa. C'est un bon big man qui bouge bien. J'ai pas souvenir de gros botch ou de gros moments pas ouf. Il avait un match contre Ospreay qui était cool. Il me semble qu'il s'est battu contre Ospreay. J'ai un souvenir de ce match-là qui était vraiment intéressant. Qui du coup est un abandonné de la Don Callis Family. Apparemment, quand il a été blessé, personne ne l'a appelé, personne ne lui a rien dit. Du coup, il est un peu triste et du coup, il est pas content. Évidemment, ça commence à se battre avant la cloche, hein.
c'est logique. Il y a Ricochet qui fait des flips, mais depuis les épaules de Will Hobbs. Ça, j'ai bien aimé ce moment-là, c'est au tout début, c'est vraiment très cool. Il les a étalés au niveau du ring, il ramène Fletcher sur le ring, la cloche sonne à moins qu'il ait déjà sonné et que je suis complètement paumé. En tout cas, eux, ils commencent à faire les tags et le match commence réellement. La Duncan Family prend évidemment un petit moment de domination parce qu'il y a Ricochet en face. Et Ricochet, c'est comme Darby Allin, il est extrêmement fort pour celle, ce serait bête de pas en profiter une fois de plus. Et puis en face, il y a Takeshita, je sais pas si je vous ai déjà dit que j'adore Takeshita. Le mec aime tout le monde en fait. Sauf que contrairement à son ancienne carrière, cette fois-ci, il a du fighting spirit et il reprend le dessus avec son cœur en faisant des trucs. J'adore ces rebonds contre les cordes qu'il fait de manière désespérée comme si c'était la dernière chance qu'il avait. Il a des bons retours. Réellement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là de la carte. Et du coup, Hobbs arrive et c'est là que je me rappelle qu'il est vraiment très impressionnant dans le ring. Qu'il prend son temps quand il fait des superplexes depuis la deuxième corde, qu'il est vraiment fort, qu'il est vraiment très athlétique en vérité. Tu regardes son corps, il n'y a pas un pet de gras dans le machin, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir d'abord où Ricochet scelle super bien et tout, et ensuite t'as Will Hobbs qui est en mode no-sell qui arrive, parce que bon, il est très énervé, il fait son retour, c'est normal qu'il ait le droit à sa phase de no-sell, ça va avec le personnage, ça aurait été illogique qu'il le fasse pas. Mais bon, il y a Takeshita en face, qui est quand même un striker magnifique. Les deux commencent un coup pour coup avec des coups de coude, des coups d'avant-bras, il y a tout le public qui gueule mate. Ça s'arrête avec un suplex de Takeshita, mais toutes les techniques de Takeshita, hein, il te fait ça de manière tellement fluide, ça a l'air tellement simple. C'est même sur Will Hobbs, ça a l'air simple de faire un suplex avec Takeshita. Un autre face à face du coup des deux autres membres de l'équipe, Fletcher et Ricochet, c'est pareil, on veut en voir plus. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je veux en voir plus. Et Takeshita Ricochet aussi. Enfin bref, j'adore Takeshita et j'adore Ricochet. Takeshita d'ailleurs, il est très dominant. Dans ce match, je trouve ça très cool. C'est lui qui se dégage du Poison Rana, c'est lui qui se dégage du... Putain, j'ai perdu le nom de 420, il me semble, enfin, tu sais, quand Ricochet, il saute et il tourne... Enfin bref, en gros Takeshita il a une grosse phase de domination, il prend toutes les grosses prises mais ça ne passe pas pour réussir, jusqu'au nouveau finisher de Ricochet, la Spirit Bomb, qui est en gros une sliding lariat, une corde à linge glissé. C'est marrant parce que vu que son arrivée c'était une feud contre Ospreay, que les deux sont mis en parallèle, le fait que Ospreay fasse comme ça et que lui fasse comme ça dans à peu près la même technique, c'est assez marrant, ça fonctionne bien. Et ça suffit donc pour le coucher et c'est Ricochet qui gagne. Ce qui fait que évidemment, la Gallist n'est pas content, et du coup, il commence à se battre contre eux. Il y a Fletcher qui commence à dominer un peu sur Ricochet, qui est un peu genre groggy. Mais du coup, il y a Mark Davis qui arrive pour l'en empêcher et pour commencer à se battre. Mais du coup, il y a les deux autres membres de la Dunkalis, là, le duo de monstres qui arrivent et qui commencent à se battre. Mais du coup, il y a Adam Cole qui arrive parce que apparemment, ça, on ne le sait pas, ou alors on l'a pas vu en France, mais le prochain match de Adam Cole, c'est contre Takeshita. Mais du coup, là, il y a la musique d'Ospreay. Il y a un plan sur la gueule de Fletcher qui est genre choc barre de BZ. Vous l'avez compris, il y a tout le vestiaire qui se ramène. Vous l'avez compris, hein, il y a 1000 personnes. Hein. Là, le match est fini, c'est le moment d'y aller. On n'en a pas eu beaucoup avant. Vas-y, hein, on envoie. On envoie tout ce qu'on peut. Il y a Will Ospreay qui fait son retour. Tout le monde est trop content. Ça commence à se battre. Il y a tous les heels qui sont obligés de quitter le ring. Il reste les 4 faces. L'image de fin, c'est les 4 faces sur le ring. La musique d'Ospreay et c'est la fin du show. Il était trop bien ce show, il était super. Il y a pour à peu près tous les goûts et pour à peu près tout ce que tu peux aimer dans le catch. Sauf si t'aimes le très hardcore, ils en font souvent, là il n'y en a pas eu, et si t'aimes le catch féminin. Malheureusement c'est le seul mauvais point que j'ai à dire pour ce show. Le match féminin en fait est super, le match est vraiment bien, il n'a pas assez de construction et surtout, on leur a pas laissé assez de temps. Je veux dire, les deux sont tellement talentueux, c'est trop dommage. Ça n'enlève en rien que si t'aimes le catch, tu vas aimer tout ce qui s'y passe. C'était super, c'était vraiment trop bien, vraiment une qualité supérieure. J'ai adoré, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir plus, si tu veux aussi en connaître plus sur mes jeux de rôle, parce que ça arrive réellement cette fois-ci. J'ai commencé à tourner une vidéo pour vous expliquer les règles. Je vais y arriver à vous parler d'autre chose que de catch. Je vais y arriver un jour. Merci à tous, passez une bonne journée. Et à bientôt sur un autre réseau peut-être. J'ai aussi un Linktree en bas, vérifiez ça.